Alors cette fois-ci, on parle du New Orleans, avec comme invité, ou plutôt comme artiste, Louis Armstrong et Sidney Bechet. Bien sûr, ça vient du nom de la ville, Nouvelle-Orléans, le New Orleans. C'est un style qui a eu lieu environ de 1910 à 1930. Je vous renvoie tout de suite à la première capsule qui parlait du blues, puisque c'est intimement lié. Le New Orleans, c'est, comme tout le monde le sait, le berceau du jazz. C'est un lieu où il y avait énormément de métissage de culture, donc des gens de partout dans le monde, des gens venus d'Afrique de l'Ouest essentiellement, des Cajuns venus du Canada, des provinces maritimes du Canada notamment, des Caraïbes, de l'Europe, notamment des Allemands, évidemment des Anglais, enfin des gens de partout dans le monde, européens. Et tout ça a fait en sorte que les différentes communautés arrivaient avec leur musique. Et puis pour toutes sortes de raisons, il y a eu des mélanges de styles. Et ça a donné lieu à cette magnifique musique. Donc, de quoi est constituée cette musique-là? Bien sûr, des folklores des diverses communautés dont je viens de parler, mais aussi de la musique de fanfare, les marches, les chants d'esclaves, notamment les work songs ou les chants de coton qui étaient là pour rythmer le travail des esclaves. Ça aussi, ça donnait lieu notamment au blues, mais aussi à différentes traditions musicales des Noirs américains, spirituals, gospel, etc. C'est aussi constitué, là, je parle toujours du New Orleans, c'est toujours constitué de chansons, des racines d'Amérique, de l'Amérique profonde, un tout petit peu finalement de l'ancêtre du country américain, mais aussi des racines d'Amérique du Sud, un tout petit peu. Et puis, bien sûr, il y a une certaine influence du ragtime. Lui-même, le ragtime est issu des marches avec plusieurs mélodies, musique très, très syncopée. On l'a vu l'autre fois, donc 1, 2, 3, 4, et, donc des syncopes entre les temps, pour résumer. Souvent une forme avec 16 mesures par section, inspiré aussi du classique dans ses formes et puis dans les rythmes utilisés. Donc du classique, j'entends bien sûr la musique classique européenne. La musique devient un art essentiel en Nouvelle-Orléans puisque c'était une tour de Babel. Les gens étaient amenés à travailler ensemble, donc la musique devenait une sorte de communication. Surtout que la musique et les danses ont tout le temps été évidemment liés dans l'histoire de l'humanité. Alors pour les processions, les fanfares, les enterrements, les mariages, et même la musique dans les quartiers de joie, enfin c'était pas la joie pour tout le monde, mais pour certains, c'était une musique rassembleuse qu'on entendait probablement aussi dans les kiosques, dans les kiosques des parcs. Et puis on parle d'une époque, si on se ramène aux années 10, avant la radio dans tous les foyers. Il y avait peut-être déjà des prototypes dans les laboratoires, là, mais c'est pas encore vraiment. C'est pas avant les années 20 qu'il y a l'émergence de la radio. Donc la musique de fanfare, la musique dans la rue avait toute son importance. Ça créait plus de métissage aussi parce que les gens se rencontraient. L'instrumentation du New Orleans, essentiellement, 2 trompettes pour la mélodie,
un seul trombone qui fait généralement un motif soit de basse, soit un motif mélodique rudimentaire qui était en dessous des mélodies. Une clarinette qui, elle, faisait un contrepoint, donc une autre mélodie par-dessus les mélodies. Un tuba, donc cette espèce de gros cuivre qui servait de basse. Il ne faut pas oublier que c'est une musique qui était souvent mobile pour les fanfares, pour les marches. Donc le tuba permet de faire une basse tout en marchant. Il y avait aussi soit des guitares ou des banjos. Tout ce beau monde pratiquait un style assez débridé où on entendait souvent plusieurs mélodies ensemble. Donc, encore une fois, le mot contrepoint, donc plusieurs mélodies jouées ensemble, des entrelacs de mélodies. Et ce qui faisait qu'ils se retrouvaient, c'est qu'il y avait des points de repère, soit mélodiques ou soit par des types d'accords. Donc, un accord, c'est quand il y a plus de 2 notes à jouer ensemble. Donc, des accords ou des motifs qui étaient récurrents, qui étaient fréquents, qui revenaient comme une sorte de leitmotiv, comme une sorte de petite alarme. Ah, là, on est rendu ici, on est rendu là, on est rendu ailleurs, on est rendu dans tel bloc. Donc, c'était des repères. Et puis, il y avait aussi des espèces de breaks, donc des espèces de petits motifs qui amenaient à des motifs, à des patterns ou avec des solos plus libres. Comme suggestion d'écoute pour ce qui est de ce style, je vous conseille notamment l'orchestre de King Oliver, les Hot Seven de Louis Armstrong aussi, les Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton. Donc tout ce beau monde ont créé des petits bijoux qui s'écoutent encore vraiment bien. C'est une musique réjouissante, très estivale, musique de fête, pas toujours très complexe, quoique des fois dans les improvisations, il y a des éléments assez étonnants. Ça reste que c'est une musique d'abord et avant tout de foire, une musique festive. Dans La route du bonheur avec Sidney Bechet, vous remarquerez que l'accent est mis sur le 2e et 4e temps, ce qui est typique du début du jazz. Là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans la musique New Orleans, vous pouvez d'ailleurs aller voir la capsule sur le blues avec Sweet Georgia Brown, puisqu'il y a beaucoup de liens à faire. Les accords sont généralement simples. Donc c'est rare qu'il va avoir des... Il peut avoir des 7e, mais il va avoir moins souvent des 9e ou des 13e. Donc ce type d'accord-là va arriver plus tard. On va plutôt s'en tenir à des accords comme ceci, etc. Le seul accord à 4 sons, ça va être l'accord de dominante. Donc admettons qu'on est en Do. Là, on va ajouter la 7e par rapport à ça. C'est dans le New Orleans le tout début des accords de passage, des accords de diminué, des passages chromatiques. Mais c'est pas courant encore, c'est plus dans le bop qu'on va voir arriver ça. Alors, dans le New Orleans, les progressions sont issues du blues. Puis ensuite, sauf qu'on va faire des variantes, par exemple rendu au 4e degré.
diminué que j'ai fait entre les deux. Ce qui donnait quand même une couleur assez intéressante pour l'époque. Il va y avoir aussi des walking bass avec des renversements, donc plutôt que de faire... On va, puis ensuite... On va plutôt faire... Donc pour plus de fluidité, on va plutôt faire ceci. C'est ici qu'on va utiliser la même basse, mais avec... les accords, les notes pour l'accord de Fa. Donc ici, l'accord de Fa est renversé. Ça va permettre d'être plus fluide, puis d'avoir un côté plus modal dans l'accompagnement. Dans Petite Fleur, qui est un med swing en sol mineur éolien, ou en sol mineur harmonique. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une anacrose, c'est-à-dire que la pièce commence un tout petit peu avant la première mesure. Etc. Donc, c'est ici l'anacrose, le mi bémol qui va vers le ré. Dans la partie B, on entend une marche mélodique. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit motif mélodique qui est répété, mais pas dans la même tonalité en quelque sorte. Mais comme en jazz, parfois, ça module énormément. Il y a des mini-modulations qui durent 2-3 mesures, et puis ça change tout de suite. Alors, c'est assez typique de la chanson jazz. Alors, c'est la même mélodie, mais qui est décalée d'un ton dans ce cas-ci. Parfois, la mélodie est basée sur les accords, ce qui est très typique de l'époque. Alors, on entend des notes vraiment... les mêmes notes que ce qui est frappé dans les accords, à la main gauche. La structure est un petit peu plus complexe pour cette pièce-là. Ce n'est pas A-B-A, c'est-à-dire refrain, couplet, mais il y a plusieurs couplets, si on veut, qui sont un peu différents les uns des autres. Parfois même, il y a une différence de nombre de mesures d'un couplet à l'autre. Alors c'est A, B, C, D, E, D, E, les lettres étant relatives à un couplet. Et puis quand vous allez voir la petite animation, vous allez voir qu'il y a quand même un bon équilibre entre les accords en bleu, là, disons reposant, les accords tendus en rouge, et puis quelques accords ambigus en jaune.
Le premier musicien dont on va parler pour cette capsule, c'est Sidney Bechet, 1897-1959, qui est lui-même né en Nouvelle-Orléans, dans la ville même. Alors c'est un clarinettiste et aussi un saxophoniste, surtout du sax soprano. Il a joué avec King Oliver, James P. Johnson, Louis Armstrong, donc des noms qu'on a déjà entendus dans les autres capsules. Il privilégie un style contrapuntique dans ses improvisations, donc encore une fois, il aime bien jouer par-dessus les mélodies des autres et vice-versa. Il a une influence créole, donc il a même des origines créoles, françaises, des influences françaises et aussi du blues. Il pratique un large vibrato. Vous savez, c'est une espèce de son qui vibre beaucoup, là, notamment la clarinette. De lui, je vous conseille d'écouter notamment Really the Blues et aussi Maple Leaf Rag, très très belle pièce composée par Scott Joplin. Et si jamais vous l'écoutez sur disque, peut-être que si vous pouvez le trouver aussi sur YouTube, vous écouterez entre autres l'accompagnement des vents en riff. Un riff, c'est comme un motif qui est répété ad vitam aeternam. Et aussi la batterie qui est toujours sur le deuxième et le quatrième temps. Donc, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Donc, c'est vraiment accentué comme ça. Et c'est vraiment les bases du jazz. Euh, c'est un rythme assez régulier, donc on n'est pas encore dans la fluidité rythmique totale qui allait arriver un peu plus tard. Puis c'est une synthèse des vieux styles, donc du rag, du New Orleans, du blues. C'est ce que pratique Sidney Bechet. La pièce que je vous conseille d'écouter, Sweet Georgia Brown, c'est un live de 1949. Vous avez encore une fois la référence en bas. Donc, vous allez entendre une inflexion avec des vibratos, avec parfois des effets wah-wah. Vous savez, les effets qu'on fait avec les cuivres, avec différents objets. Ça peut être carrément un débouche-toilette ou ça peut être des choses plus professionnelles. Et puis, ça crée des espèces de, de cris qu'on entend dans les chants. Wah, wah, wah. C'est un effet qui totalement utilisé dans les guitares électriques, dans le rock. Ces solos sont généralement très bien construits. Quand il y a des répétitions, il brode toujours sur ces répétitions. C'est pas nécessairement des variations, là, parce que ça change pas complètement, mais il y a toujours des petites choses, là, des petits éléments qui amènent un intérêt. Il joue aussi avec la métrique. Donc, il y a un accompagnement régulier de la section rythmique, mais lui, il se permet plus de fluidité dans ses solos. Les solos aussi débordent un peu sur la fin des chorus. Un chorus, c'est quand la chanson au complet est jouée de A à Z et puis qu'on reprend la deuxième fois la chanson. Mais chaque fois qu'on reprend, c'est un chorus. Louis Armstrong, 1901-1971. C'est un musicien immense, on pourrait en parler des heures et des heures, notamment dans le documentaire de Ken Burns qui est sur DVD. On en parle beaucoup de ce musicien.
Si vous avez une chance de consulter ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a des très très beaux documents historiques. Alors lui aussi, il est né en Nouvelle-Orléans. C'est un joueur de trompette et de cornet, qui est une trompette un petit peu plus grosse. Et il chante aussi. C'est un monsieur qui a connu une carrière épatante, qui a rencontré beaucoup, beaucoup de succès, autant en tant que trompettiste que chanteur. Il a joué avec beaucoup, beaucoup de monde. J'en nomme quelques-uns ici, dont Bessie Smith et Fats Waller, mais plus tard, il a joué avec le bottin complet des musiciens des années 30, 40, etc. Lui aussi, il a un style contrapuntique, donc avec plusieurs mélodies jouées ensemble. C'est un style qui le transcende dans le sens qu'on s'aperçoit assez vite qu'il a un talent tellement immense qu'il se démarque. Il a lui aussi un jeu rubato décalé, donc il joue avec le temps. C'est peut-être un de ceux qui a le mieux réussi à comprendre l'esthétique jazz à ses débuts. Le swing, c'est quelque chose qu'il avait vraiment en lui. Donc pour lui, jouer rythmiquement des syncopes, ça fait partie de sa nature. C'est un jeu extrêmement naturel. On dirait qu'il joue la trompette comme il respire. Même chose pour son chant. Il a un vibrato à la trompette qui est très très chaleureux. Il joue avec les accents et les silences, comme je vous disais. Il a vraiment un sens du swing. Et puis, dans plusieurs de ses pièces, il a une façon de répondre lui-même à ses solos par un jeu de call and response, donc question-réponse. Il arrive à avoir un discours qui est toujours cohérent. C'est un vrai raconteur. Et puis, ses call and response sont toujours basés sur le blues, bien sûr. Je vous invite à écouter notamment Wildman Blues, qui a été enregistré en 1927. Vous allez entendre dans ce lien-là un son plus roots, moins swing, mais là, il faut dire que ça a été enregistré en 1927. L'accompagnement est un petit peu plus carré, donc des solos assez fluides pour l'époque, mais pas encore au sommet de la fluidité. L'autre pièce que j'ai mis en sélection, c'est Basin Street Blues. Live en 1964, là, on saute dans le temps beaucoup, mais il reste qu'en 64, Armstrong était quand même capable de se rappeler de ses origines, c'est pour ça que je l'ai mis quand même. Alors, dans cette pièce-là, il y a une introduction très New Orleans, avec des effets de growl, vous savez, ces espèces de chants très rauques qu'on peut reproduire à la trompette. Vous allez entendre un solo de contrebasse qui est un peu plus bebop. Il ne faut pas oublier que c'était enregistré en 1964, cette pièce-là. Donc, on n'est plus tout à fait dans le New Orleans pur. Le trombone est joué avec sourdine. C'est hallucinant le rôle de la sourdine dans le jazz, que ça a permis de développer un vocabulaire de son totalement inouï. Donc, de varier les volumes, de varier les timbres,
de filtrer aussi, parce que quand on met dans l'embouchure du pavillon un objet quelconque, il y a différents types d'objets qu'on peut mettre. On peut créer des sons, comme si on était devant un synthétiseur et puis qu'on modifiait le son de la trompette. En bouchant l'embouchure, on change le contenu harmonique des sons. Donc ce sera un peu complexe à expliquer, mais en gros, chaque son est constitué de différentes harmoniques. Et puis, en enlevant certaines harmoniques, on arrive à d'autres timbres.